Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti, une nouvelle heure de débat, enfin débat et sans doute davantage d'explications autour de ce qui est l'affaire du moment quand même. Le prix de l'électricité, la facture d'électricité, vous allez voir. Derrière en fait, et c'est pour ça que je voulais absolument organiser cette émission qui peut paraître un peu austère, derrière en fait, l'électricité depuis la rentrée nous pose la seule question économique en fait qui doit être posée, c'est qui va payer la transition énergétique? Il faut sauver le climat, paraît-il. Ça a un coût, ça y est, on le découvre. Et ça va coûter une fortune. On va en parler, c'est parti. Donc, Dominique Louis est avec nous. Salut Dominique. Bonjour, président d'Assystem. Assystem organise notamment les énormes chantiers qui permettront, on l'espère, de produire toujours davantage d'électricité. Audrey Zermati, bonjour Audrey. Bonjour. Directrice stratégique de EFI Group, efficacité énergétique, comme son nom l'indique, et vous êtes l'ancienne directrice générale adjointe de l'Union française de l'électricité. Julien Tédé, salut Julien. Bonjour. Président de Opéra Énergie, courtier en énergie, notamment pour les entreprises, pour les professionnels, qui sont directement alors impactés par ce qui est en train de se passer sur la facture. Et Nicolas Goldberg, bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue, senior manager énergie chez Columbus Consulting. Démarrons tout de suite avec pourquoi cette flambée des prix de l'énergie, non, des prix de l'électricité, justement, tout est là. Julien, je vais démarrer avec toi parce que tu l'as écrit noir sur blanc il y a quelques jours dans les Échos. Tout le monde dit le gaz, Poutine, tout ça, machin. Je vois des tas d'explications autour du gaz. Tu me dis, vous vous gourrez les gars, c'est pas le gaz, c'est la tonne de carbone. Et si c'est la tonne de carbone, ça change tout. Alors qu'est-ce que c'est, le gaz ou la tonne de carbone? Alors, les deux, en général. Non, tu écris la tonne de carbone dans les Échos. Je l'ai écrit, ça a mis quelques temps à être publié. Je l'ai écrit il y a quelques semaines. En fait, le prix de l'électricité, il augmente sur les marchés depuis le début de l'année. Ouais. Et ce qui pousse cette hausse depuis le début de l'année, c'est plutôt le CO2. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 30 € du mégawattheure dans le prix de l'élec aujourd'hui, qui est expliqué par la hausse du prix du CO2. Le prix du CO2, il est passé... La tonne de carbone. Ouais, il est passé de 7 € la tonne fin 2018 à 65. Donc ça fait... Là, on était à 65. Quasiment et sur le mégawattheure, pour avoir une idée, 53 € le mégawattheure en janvier. J'avais 109 en septembre. Vous avez le dernier chiffre, j'imagine. Là, justement, depuis le mois de septembre, depuis cet été, ce qui prend le dessus comme explication, c'est plus le CO2, c'est plus le côté structurel du CO2, c'est le gaz. C'est le gaz où c'est conjoncturel. On a un prix du gaz qui est devenu complètement fou et qui entraîne le prix du CO2 à des niveaux qu'on n'a jamais vus. Ouais, Julien, mais j'ai lu, c'est le gaz parce que c'est le CO2. C'est-à-dire que tonnes de carbone dont le prix explose, ceux qui produisent au charbon et qui sont obligés d'acheter énormément de crédits carbone pour compenser, se détournent vers le gaz parce que justement, la tonne de carbone, et c'est d'ailleurs ce qu'on cherchait, ça marche bien, rend le charbon moins compétitif. Vrai ou faux ? Non, ça peut être un mécanisme à la marge. Alors. Vraiment, le mécanisme qui est très contre-intuitif de formation du prix de l'électricité, c'est que ce qui fait le prix de l'électricité, c'est pas tous les moyens de production qu'on a utilisés, c'est uniquement le dernier. Oui. C'est-à-dire comme l'électricité se stocke pas, donc aujourd'hui, ce qui fait le prix de l'électricité, c'est le coût de fonctionnement d'une centrale à gaz. Donc c'est l'achat du gaz et payer le quota CO2. Donc payer le quota CO2, ça coûte plus cher depuis un an. Mais alors là, le gaz, en ce moment, on est... D'accord. Alors, hors de grandeur, on a passé le plus haut historique du prix de l'électricité. Je parle des marchés à terme, c'est-à-dire l'électricité qui sera livrée l'année prochaine. C'est ça qui est important pour les entreprises parce que c'est là-dessus que leurs contrats sont assis. Donc le plus haut historique, c'était en 2008, c'était 93,50 €. On l'a passé à la fin de l'été, on dit oh là là, on a passé le plus haut historique. Puis on a passé 100. Puis la semaine dernière, on était à 120. Lundi, on était à 150. Mardi matin, on était à 180. Julien, et je vais demander évidemment, ça change tout parce que de deux choses l'une, soit c'est le gaz, et alors on peut penser qu'on est sur un moment, chez Engie, il parle de tempête parfaite, il remonte jusqu'au Brésil, qui a eu des problèmes hydrauliques cet été, etc. Et donc, ok, c'est une flambée ponctuelle. Soit c'est la tonne de carbone et on rentre dans quelque chose de radicalement différent. Il y a effectivement les deux. Voilà, il y a le CO2 qui fait que l'électricité sera structurellement chère. Voilà. Et en ce moment... Donc peut-être pas 150, mais sans doute s'habituer à au-dessus de 100 € le mégawattheure. Ouais.
Ouais, je pense qu'on aime bien trouver un coupable. Et donc là, c'est vrai que le coupable... Non, je veux comprendre. Non, mais alors moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'énergie, mais un peu comme les gens autour... là, Audrey. Ouais, et un peu comme tous les gens autour de la table. Et en réalité, ce sujet de l'augmentation des prix, ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, on va parler du gaz, on va parler du CO2, mais on va vous parler demain des investissements dans les nouveaux réacteurs nucléaires, on va en discuter. On va parler des investissements dans le transport, la distribution, l'acheminement. On va parler de l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, on parle du CO2, on parle du gaz, mais comme le disait Julien, il va falloir s'habituer à une évolution des prix plutôt à la hausse, une volatilité. Donc il y aura des moments peut-être de baisse, il y aura des moments de hausse, mais évidemment une hausse structurelle parce qu'on est quand même sur des sujets structurellement sur lesquels il va devoir y avoir des investissements importants. Et pour compléter ce que dit Audrey, entre 2010 et 2016, quand la facture d'électricité augmentait, on disait c'est à cause des énergies renouvelables, parce qu'on les paye avec une taxe qui est sur la facture d'électricité, et cette taxe est envolée avec le développement des énergies renouvelables. Mais ça, c'était entre 2010 et 2016. Donc effectivement, à chaque fois, il y a un coupable. C'est pas toujours le même, mais on voit bien que du fait de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique, on a toujours un coupable quelque part qui fait augmenter quelque chose. C'est la facture d'électricité, c'est des impôts et autres. Et là, dans ce que vous disiez, Stéphane, en introduction, effectivement, la transition énergétique aura un coût. Qui va payer ? Il y a une différence entre le coût et le prix. C'est pas parce qu'on a investi énormément dans du nucléaire, de l'efficacité énergétique ou autre, que le consommateur le retrouve directement sur sa facture d'électricité. Ça peut être... Au contraire même. Ça en fait, l'impression qu'il a, générale. le consommateur, c'est au contraire. Au contraire, aujourd'hui, on fait payer énormément de la transition énergétique aux consommateurs. Mais là, on en voit bien les limites. On l'a vu avec les gilets jaunes qui s'opposaient à la taxe carbone. Là, avec les prix du CO2, effectivement, en ce moment, c'est plutôt le gaz, mais c'est conjoncturel. Mais je rejoins complètement... Oui, mais tu vois la différence, Nicolas, là où je trouve ça très très intéressant, c'est que tant que tu es sur des hausses, je vais dire, qui sont liées à la production, ou qui sont liés au réseau, parce qu'il va falloir en parler aussi du réseau. À la limite, tu peux les justifier dans une facture électrique. Oui. Quand tu te retrouves avec une hausse qui est liée en fait à un outil politique, qui est la tonne de CO2, alors là, le sujet, c'est que les conséquences, c'est-à-dire la hausse de la facture pour le consommateur final, vont toucher les mêmes décisionnaires que ceux qui décident des mécanismes de régulation de la tonne de CO2. Il serait temps d'assumer. Non, mais il serait temps je suis ravi qu'au bout de 7 minutes 28, on ait déjà cette première conclusion qui me semble très très importante. Il serait temps d'assumer effectivement le coût de cette transition énergétique et surtout le coût de la non-action. Parce que là, on dit oui, ça va coûter cher de faire la transition énergétique. Ça va coûter extrêmement cher de ne pas la faire. Et dans la transition énergétique, moi, j'inclus le nucléaire. Comme ça, voilà. Oui, on va y aller sur le nucléaire. Voilà, mais Dominique il va falloir assumer ce coût. Là, on dit effectivement la tonne de CO2 augmente, mais c'était bien l'objectif. Avant, on avait une tonne de CO2 à 5 € la tonne. Moi, je fais partie des experts qui ont dit arrêtez, à 5 € la tonne de CO2, ça ne veut rien dire, mettez-nous un plancher. Bon, là, le plancher, on n'en parle plus parce que bon, ça s'est suffisamment envolé. Mais par contre, depuis 2018, l'Union européenne fait des choses bien, c'est qu'elle a retiré les surplus de quotas et c'est ça qui a fait augmenter le prix. Donc, c'est une décision politique. Attends, il faut tout expliquer. Attention, surplus de quotas, ça veut dire qu'en gros, tu avais un marché du carbone, mais qu'on te donnait tellement de tonnes de carbone quand tu avais à produire quelque chose d'un peu polluant, qu'en fait, il était totalement inefficace. Voilà. Exactement. Et donc, ce sont ces fameux surplus de quotas, on va dire des quotas gratuits, qui ont été retirés du marché. Exactement. On était plusieurs experts à dire il faut un prix plancher pour la tonne de CO2 pour que ça veuille un peu dire quelque chose. L'Union européenne a dit non, en fait, il y a trop de quotas gratuits, donc de permis de polluer pour tout le monde. Absolument. On va en retirer tous ceux qu'on estime qui ne servent à rien, on va les retirer progressivement. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu cette envolée des prix du CO2 depuis le début de l'année. Alors, la question que je vous pose, que je te pose aussi, évidemment, Dominique, on n'a pas joué aux apprentis sorciers ? Alors, moi, sur ce qui se passe instantanément à court terme, je n'ai pas d'opinion. J'ai une opinion sur une tendance lourde, c'est-à-dire le point sur la courbe. Et je crois que ce qu'il faut, c'est mettre quelques chiffres simples qui cadrent tout ça. Pour moi, le point d'entrée, c'est quand même la stratégie nationale bas carbone. Un objectif à 30 ans, on consomme toute énergie confondue 1800 TWh, l'objectif est de passer à 1100 TWh, ce qui est extrêmement ambitieux. Pour passer donc de réduire de 40% toutes énergies confondues. Mais pour y arriver... En combien de temps 30 ans, 2050. Pour arriver aux 1100 décarbonés, il faut augmenter de façon significative
l'électricité. Donc c'est là où il faut avoir en tête, donc diminution considérable, et la trajectoire n'est pas facile à tenir. Et donc si on prend les 1100... Donc sortir en fait toutes les énergies fossiles, enfin au maximum sortir Voilà. les énergies fossiles. Et mais on parle bien d'énergie les amis, là on parle plus d'énergie. d'électricité. Et après, si on revient donc sur l'électricité dans les 1100, les 2/3... Donc c'est 750 TWh, on va prendre des chiffres ronds. Et en gros, en 30 ans, il faut passer, si je prends toujours des chiffres arrondis, de 500 TWh aujourd'hui à 750. Donc augmenter la production de 50%, et ce sera peut-être plus. Alors ce n'est pas forcément les chiffres de RTE, moi je ne suis pas d'accord avec les chiffres de RTE. Donc pour être très clair, attends, parce que je vais être très clair, il faut augmenter la production d'électricité de 50% pour avoir une énergie décarbonée et pour être sur cette trajectoire de 1100 TWh, toute énergie. Audrey, les chiffres sont cohérents là. Alors, c'est pas la peine de se rapprocher du micro. Non, ça marche bien en fait. D'accord. C'est moderne. Ok. Alors, oui, alors effectivement, il va y avoir une électrification des usages, c'est ce que vous dites. Donc évidemment qu'on va avoir un effet parce qu'on passe à des voitures électriques, parce que Les pompes effectivement, à chaleur, les pompes à les chaleur, nouveaux usages, le digital. l'hydrogène, donc effectivement pour le L'hydrogène. stockage. Donc on va avoir des sujets d'électrification, c'est évident. Mais surtout, il faut avoir en tête que derrière, il va falloir réellement avoir des actions de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique. Est-ce que vous savez à peu près, parce qu'on parle beaucoup des prix de l'énergie, est-ce que vous savez Mais oui, combien mais vous... c'est le titre de l'émission. Attendez, je comprends, mais moi je vais vous poser une autre Mais il y a question. les Est-ce que vous C2E savez, Ils sont on va en plus parler des politiques. C2E. Est-ce que vous savez combien vous payez en facture par an? Facture de chauffage pour vous chauffer. Vous savez combien vous payez? Est-ce que vous savez combien vous payez pour faire un plein? Est-ce que vous savez? Bah Ok. oui. Est-ce que vous savez combien vous payez annuellement en facture de chauffage? En facture de chauffage. Vous payez 1 600 euros, Voilà, un peu plus de 1 600 euros. Les Français J'étais plutôt payent un sur 2000, ouais, mais La facture, c'est un prix fois une consommation. Et on parle beaucoup du prix, et je comprends, parce que ça intéresse beaucoup les experts, on parle du prix. Mais on ne parle pas assez de la consommation. Oui, mais on Comment va y fait baisser la aller, consommation? Audrey. Vous êtes Oui. en train de Mais me foutre si en l'air on- mon beau débat si on- là. Du si calme. on veut passer de Du calme, 1800, du calme. On non va y mais aller. s'ils vont passer de 1800 TWh à 1100, donc c'est beaucoup d'économies, beaucoup d'efficacité énergétique. Il faut augmenter l'usage de l'électricité. C'est ça qu'il faut Bon, avoir alors en tête. attendez, les complètement amis. Non, non, consensus mais là-dessus, y compris chez RTE, parce que vous disiez, je suis pas d'accord avec RTE, moi je pense plus 50. Bah, Lui, moi, il pense quand je plus dis Xavier, on n'était C'est pas tout à plus- fait d'accord sur les chiffres. Oui, mais Enfin, bon, mais on est ils tous sont d'accord plutôt sur dire qu'il va 620, falloir- ils sont plutôt sur 620 Mais ça TWh montre à que com- 750. Ça montre à quel point c'est ambitieux, parce qu'il faut consommer 2 fois moins d'énergie. non mais les et en gars, même temps, d'abord, faire attendez. 50% de Je peux l'électricité. reprendre le contrôle de ce débat avant On est que d'accord. Oui, Audrey d'accord. recommence à vendre. Dans la deuxième demi-heure, vous pourrez vendre toutes les solutions d'efficacité énergétique, Audrey. Moi, je veux revenir sur le prix de l'électricité. Et donc, Bruno Le Maire qui nous dit que ce système donc, de dernière centrale appelée, donc Julien essayait de l'expliquer. Encore un élément à expliquer, on en avait parlé ensemble, Julien. C'est la spécificité du réseau électrique. C'est-à-dire l'idée que ça ne se stocke pas. C'est ça. Chaque électron qui rentre, à peu de choses près, je crois que c'est quoi? C'est 2-3% d'élasticité à peu près, le réseau. Voilà. Après, vous avez la flexibilité. Chaque électron qui rentre doit Doit sortir. sortir. Oui. Et donc, les règles en fait d'équilibre de ce réseau, elles viennent de là, non, Julien? C'est exactement ça. C'est-à-dire que si, au moment où il manque 1 mégawattheure et que on a toutes les centrales, le nucléaire qui tourne, l'hydro, l'éolien, il manque 1 mégawattheure, il faut que la centrale à gaz démarre. La centrale à gaz, elle démarre uniquement si elle vend son électricité à un prix qui lui permet de couvrir ses charges. Exactement. Sinon, Et si elle ça ne démarre démarre pas, c'est le blackout. Ah bah oui. Oui. Voilà. Et or, il y a un prix de marché. Eh ben, Donc c'est le prix de marché, c'est le prix qui est fixé par le producteur de gaz qui dit moi, ok, je démarre. Mais je démarre si vous couvrez mes coûts. Voilà. Sinon, je démarre pas. Et donc- sinon, blackout. c'est aberrant ou c'est pas aberrant comme système? Bruno Le Maire dit c'est aberrant. C'était pas aberrant par le passé, quand il y avait plutôt une production globalement excédentaire et avec beaucoup de nucléaire dans tous les pays. À partir du moment où on risque de rentrer dans une période où la demande risque d'excéder la production et que beaucoup de centrales nucléaires vont s'arrêter en Espagne, en Italie, en Allemagne, là, la formule, elle devient hyperbolique. Mais oui, mais la formule Et- est hyperbolique. et- Est-ce que alors, tu en as vous une dites- autre? Eh ben, Est-ce que tu en as une autre pour oui, équilibrer le réseau? Oui, c'est d'avoir un raisonnement, c'est de quasiment découpler la logique du prix de l'électricité en France. Parce que si je reviens à mes 750 TWh, finalement, comment on va les faire ces 750 TWh? Avec des sources d'énergie pilotées,
et des sources d'énergie intermittentes. Dominique, et après, moi je te parle d'ici et maintenant. Là, c'est Mais là, moi, j'ai pas- maintenant, ici et c'est le maintenant, mois j'ai pas- prochain, mais c'est y a l'année pas de- prochaine. moi, j'ai pas Bruno de Le Maire, il solution. va aller à Bruxelles pour négocier. Oui. Là, Mais les prix de marché, ça n'a pas toujours existé. Avant, on fonctionnait pas avec des prix de marché. On avait un prix. Voilà. Alors, Alors, vas-y. c'était en monopole. Quand on était en monopole avec EDF, on avait dit à EDF, on indexe le prix de l'électricité sur vos coûts d'investissement. Voilà. Il n'y avait pas un marché. EDF disait, bon, bah, moi, j'investis ça, pour tenir tel type d'objectif. L'État disait, OK, nous, on régule le tarif. Bah, le tarif payé par tout le monde, c'est ça, et on vous assure que ça couvre vos coûts. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a payé le parc nucléaire. La théorie économique, elle te dit, et là-dessus, il y a assez peu de consensus dans la théorie économique, mais qu'elle te dit, quand tu bloques un prix, tu amènes au rationnement. Enfin, Oui, mais là, on c'est bloquait pas, mécanique. on bloquait Visiblement, pas. c'est ce qui se passait Non, en Chine. on bloquait pas le prix. On bloquait pas le prix, on prenait faisait le évoluer. coût de l'investissement. Et on La le mission des DF, c'était d'assurer la production d'électricité dont on avait besoin. Et puis vous preniez le total de coûter l'investissement sur 40 ans, vous divisiez. L'avantage du nucléaire, mais c'est l'avantage de l'éolien, c'est que le coût, c'est un coût d'amortissement. C'est Il n'y un a pas coût de coût fixe. variable. Julien, Alors que Julien. le problème du gaz, c'est essentiellement un coût variable. Mais ça, Dominique, pardon, je le dis là, mais ça, c'est dans un tube à essai, ça. Mais à chaque fois, Oui, l'État... c'est dans un tube à pourquoi- essai, mais ça a pas- fonctionné pendant 40 Mais ça a ans. fonctionné pendant 40 ans. Mais oui, sauf qu'aujourd'hui, tu sais très bien, c'est exactement l'histoire du TGV et de la SNCF. C'est-à-dire qu'à un moment, l'État qui voit ses déficits flamber va demander à celui qui est le producteur et dont on doit couvrir les coûts de commencer à rogner là et à rogner là et je vais t'enlever ça et ça t'en as pas vraiment besoin. Par contre, je vais absolument pas changer tes objectifs de production. Les objectifs de production, ils changeaient et le tarif variait. C'est juste qu'à un moment, on a voulu introduire le marché parce qu'on s'est Voilà. dit, le marché, c'est quand même plus, Voilà. c'est quand même L'offre et plus la bas demande. que vos coûts. C'est la logique Et donc, de l'offre on et va la faire demande. on va faire l'offre et la demande. On va faire la Donc ça a bien marché Voilà. pendant un moment et on a eu des prix de marché qui étaient très très bas Parce qu'il y a eu sur les beaucoup marchés d'offres. pendant un moment parce qu'il y avait beaucoup d'offres. Maintenant là, on a retiré l'offre parce que du coup, Donc, ils ont dit à bon court bah terme, il n'y a tout pas ce de qui solution. Bon. Ça va être du window dressing, mais à court terme, il n'y a pas de solution. Après, on peut faire un système entre les deux. On peut avoir un peu de marché et un petit peu de régulation. Oui, on c'est- peut avoir un il est probable système qu'on va aller vers ça, d'appel d'ailleurs. d'offres. On va aller vers Voilà. ça. Pas tous ensemble. Julien. Alors j'ai du mal à comprendre effectivement quand Bruno Le Maire dit qu'il faut remettre en cause cette règle parce que c'est une règle qui existait en monopole aussi. Hein. C'est Marcel Boiteux qui était le Oui, grand qu'il a président mis en de place, oui. EDF à l'époque qui avait mis ça en formule. Ça, ouais. Donc c'est pas monopole au marché. Alors je veux te dire, il veut un prix de l'électricité qui soit celui du prix moyen de la production Eh ben. en France. Eh ben, Ouais, bah, c'est alors, pas un marché européen. Voilà, c'est ça. En fait, Attendez, vas-y Julien. Non, mais déjà, je trouve effectivement que la situation actuelle, qui est quand même une crise mondiale, historique, je ne suis pas certain que ce soit le bon moment pour changer des règles du jeu de façon structurelle. Bon, ok. Premier point. Mais ensuite, ce mécanisme, il existe déjà en France, on en a déjà parlé, c'est le mécanisme ARENH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, le consommateur français... Attends, ça on y viendra après. Non, mais il a accès au prix de marché et il est protégé de la volatilité des prix de marché par le coût du nucléaire historique. C'est exactement ça. Oui, mais enfin, en faisant ça, et c'est bien pour ça que DF quand même a un peu de mal à avaler l'ARENH et surtout aurait un peu de mal à avaler une augmentation. Donc en gros, EDF, ça aussi il faut expliquer, doit vendre quoi? C'est 25% de sa production? 100 TWh. 100 TWh. Ouais, 25%. 100 TWh, ouais, c'est ça. 25% de sa production à ses concurrents. On plaisantait ensemble, Julien, je te Ah, disais, prix, on va un prix faire un fixé. truc. Vous allez énerver, Hein Un Julien. prix compétitif. On prix. va faire un truc, Julien, on va dire que 25% de tes commerciaux chez Opéra Énergie travaillent pour La tes moyenne concurrents. d'investissement. Mais c'est pas grave parce que le reste du temps, ils sont tellement efficaces qu'ils vont pouvoir travailler pour toi. Voilà. Mais- Et les concurrents, attention, non, mais il faut dire aussi qui sont les concurrents quand même. C'est Total. Total et c'est pas NJ. que ouais. Total. Non, bah, enfin, c'est pas le Non, petit mais chose, c'est- quoi, vous voyez, c'est oui. pas le petit producteur alternatif qui a sa start-up et qui essaye de trouver des solutions Il y en a aussi innovantes. beaucoup. Voilà. Il y a aussi beaucoup de petits fournisseurs. L'ARENH, alors merci de me donner l'occasion de tordre le cou et cette idée fausse. L'ARENH, c'est pas une subvention des fournisseurs, c'est une subvention du consommateur. Le principe de l'ARENH, c'est que le consommateur final ait accès pour une partie de sa facture à un coût du nucléaire historique, qu'il soit client de EDF ou pas. C'est tout. Sauf si le fournisseur en a pas forcément besoin et qu'il va vendre ce qu'il récupère de l'ARENH sur les marchés. Bien sûr. Oui, mais ça, Cette blague. oui, mais ça Oh. c'est impossible. Non, mais si. C'est des. Il y a pu avoir des montages comme Nicolas, ça. pense que c'est pas mécanisme ARENH. impossible. Non, mais je dis pas que c'est impossible, mais c'est une des imperfections du mécanisme ARENH qui est pas parfait du tout. Son prix n'a pas changé depuis 10 ans. Donc 42 € Il le y a mégawattheure. une optionnalité qui est absolument anormale, et c'est-à-dire que quand les prix de marché sont hauts, EDF vont à 42,
quand les prix de marché sont bas, EDF vend en prix de marché. Donc ça c'est complètement injuste. Donc je dis pas du tout que c'est un mécanisme parfait, mais aujourd'hui c'est un mécanisme qui existe, qui est un coût et pas un prix, comme Bruno Le Maire le dit, et qui protège le consommateur, qu'il soit client de EDF ou pas, qu'il protège en partie de la volatilité des prix de marché. J'en arrive à la question qui est la question en fait que pose entre les lignes Bruno Le Maire. Est-ce qu'il faut renationaliser le marché électrique et donc arrêter ce grand marché européen d'interconnexion qui, soit dit en passant d'ailleurs, permet à EDF d'exporter massivement. Est-ce que ce serait moins cher si on faisait ça ? Mais j'en sais rien, c'est toi l'expert, Nicolas. Non mais du coup je te le dis, non. Enfin, c'est pas forcément moins cher. Je veux dire, on a énormément d'investissements à faire sur le parc de production électrique, que ce soit les réseaux, les renouvelables, le nucléaire. Il faut se rappeler que en 2013, quand les prix administrés ont augmenté de 5%, c'est là où on s'est dit oh là là, ces cons d'EDF avec leurs tarifs administrés, indexons plutôt sur le marché parce que le marché c'est bas. Si on avait intégré tous les coûts de réinvestissement d'EDF et autres, c'est pas dit que ce prix payé par le consommateur aurait été nécessairement plus bas. Audrey, il aurait été moins volatile. Il aurait été moins volatile. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait là on se dit que conjoncturellement, il y a une hausse qui est liée peut-être, alors on met l'Europe, et c'est assez à la mode de mettre l'Europe comme étant coupable sur ce genre d'évolution négative. Mais là, c'est vrai pour le coup. Non, mais la réalité, c'est qu'effectivement, on est face à un mur d'investissement. On est face à un mur d'investissement sur la transition énergétique, les ENR, l'acheminement. Oui, Audrey, mais je repose ma question. Je repose ma question. Est-ce qu'il vaut mieux un marché national, et attention, il y a le prix, mais il y a la sécurité d'approvisionnement aussi. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux un marché national pour financer tout ça, ou est-ce qu'il vaut mieux un marché européen ? Il faut une régulation, il faut des investissements d'État. Donc ça peut être l'État, ça peut être une entité supranationale, donc l'Union européenne. Et il faut quand même qu'on ait de quoi réinvestir. Parce que là, il y a l'Arenh et 42 €. On dit 42 € comme ça. Par contre, personne réinvestit avec ça. Ça veut dire qu'on avait mis en place l'Arenh. À l'époque, la promesse, c'était de dire on met ça en place, comme ça la concurrence pourra se développer et pourra réinvestir. Sauf qu'on était dans un système surcapacitaire, comme disait Dominique tout à l'heure. Donc les autres n'avaient pas intérêt à réinvestir. Donc en fait, avec l'Arenh, et c'est moi le grand reproche que j'ai à faire à l'Arenh aujourd'hui, on dit la pile d'une rente. C'est-à-dire on dit les encore une consommateurs fois, payent moins cher. L'obligation faite à EDF de vendre une partie de sa production à un prix bloqué à l'ensemble de ses concurrents. Et à aucun moment on se pose la question de comment on fait les investissements, et ça c'est très délétère. Yes, Dominique. Ce qui est le symbole aujourd'hui de l'incompréhension et de l'incohérence européenne, c'est la problématique de la taxonomie. Aujourd'hui, il y a la France, on est en train de se découpler complètement de l'Allemagne. C'est encore un autre sujet, Dominique. Non, c'est le même, mais c'est le même. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, moi je reviens à mes investissements à 30 ans, les 750 TWh français, on va faire une péréquation entre du nucléaire et de l'éolien. Et en gros, pour comprendre, si on faisait tout en nucléaire, c'est 60 EPR. Si on fait tout en éolien offshore, c'est 25 000 éoliennes. Donc ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Donc on met la péréquation. Et puis, comme l'éolien, il n'est pas pilotable, de toute façon, il faut avoir du pilotable à la hauteur de la puissance. Parce que donc un peu de gaz. Je suis désolé, c'est un peu de technique, mais alors un peu de gaz ou des SMR, on va en parler. Parce que SMR, vas-y, traduis SMR. Les mini-réacteurs nucléaires. Voilà, les mini-réacteurs nucléaires des 170 MW, 10% d'un EPR, qui permettrait effectivement de ne pas refaire les centrales à gaz en France. Donc on est en train de s'éloigner de l'Allemagne. La feuille de route de l'Allemagne, elle est très simple. C'est je fais un maximum d'éolien. Et de toute façon, comme c'est intermittent, puis qu'une éolienne, même offshore, c'est 3750 heures par an, la moitié du temps, l'autre moitié du temps, c'est du gaz. Et donc, il me faut, si je veux assurer ma sécurité énergétique, la même puissance en gaz et en charbon qu'en éolien. Donc moi, j'ai intérêt à... Donc, si je résume, Dominique... Mais en France, on n'a pas intérêt à ça, donc on est en train de se séparer. C'est ça. Il y a de telles divergences dans nos politiques énergétiques qu'en fait, le système européen n'a plus de sens. Et c'est ce que dit un peu Bruno Le Maire. C'est pas forcément qu'il n'y a plus aucun sens. Il n'y a pas... Enfin, on a des systèmes... On a un marché unique européen, mais c'est vrai qu'on a des politiques énergétiques qui sont différentes. Exactement. Et comme le prix de l'énergie reste très à la main des politiques, et certainement que le politique ne voudra pas le remettre à l'Union européenne, on est dans ces logiques un peu... Et quand même, vu du consommateur, en Allemagne, le prix du kilowattheure, c'est presque le double de la France. Ça dépend du consommateur. Ça dépend du consommateur. Alors, mais si on prend le particulier, nous, on doit être à 17 centimes, et puis eux, ils sont à 30 et quelques. Oui. Bon, aujourd'hui, en France, il y a quand même un clignotant, à mon avis, c'est une conviction personnelle, quand on va dépasser les 20 centimes le kilowattheure, attention à la couleur du gilet qu'on va voir dans la rue. Mais ça, c'est le résultat d'une politique. En Allemagne, quand on dit un consommateur paye plus cher, c'est un consommateur particulier. C'est un particulier, pas c'est un particulier. Mais les entreprises ne payent vraiment pas cher.
leur électricité, mais justement parce que l'Allemagne a dit on va y aller à fond sur les renouvelables et pendant un moment on va casser les prix de marché. C'est aussi pour ça que les prix de marché étaient extrêmement bas en Europe pendant un moment. C'est parce que l'Allemagne a complètement surinvesti dans des capacités renouvelables. Bon, ils l'ont fait pour fermer le nucléaire, ils auraient pu fermer le charbon, mais bon, ça c'est un avis. Je crois qu'il est assez largement partagé. Mais du coup, il a bien fallu payer ces investissements renouvelables. Et ben l'Allemagne a fait un choix politique. Voilà. Ils ont dit eh ben nous, notre consommateur particulier, il va payer plein de taxes pour payer justement tous ces parcs renouvelables. Par contre, les industriels, eux, ne paieront que le prix de marché. Et nous, c'est presque l'inverse. Et nous, c'est presque l'inverse. Et nous, c'est l'inverse, Julien, ce qui a permis d'ailleurs la naissance d'Opéra Énergie, d'ailleurs. Vous vous en félicitez. Il fallait des courtiers efficaces pour lisser cette facture. Exactement. Mais c'est comme ça qu'on a une politique industrielle cohérente. Et là, l'Allemagne, il y a plein de reproches à faire à l'Allemagne. Par contre, l'Allemagne a fait sa politique. Ils sont cohérents. Les Ils sont Allemands sont cohérents Exactement. par rapport à ce qu'ils sont et la décision d'arrêter le nucléaire. Et ils ont c'est tout le problème. Et nous, on est cohérents à plus vouloir de système. Donc, Oui, mais c'est vrai que, alors, et merci de me l'apprendre parce que c'est quand même un sacré symbole de la façon dont on voit les choses depuis une trentaine d'années. Que du côté de l'Allemagne, on se dise qu'on va subventionner les entreprises, faire payer le consommateur, et nous, on se dise qu'on va faire payer les entreprises et subventionner le consommateur. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Et la taxonomie, c'est le résumé de ça. Moi, j'étais à Bruxelles Donc lundi, taxonomie, là aussi, on le dit très très vite, taxonomie, c'est quelles sont les activités qui pourront être considérées comme vertes et donc Voilà. financées comme telles Voilà. par l'ensemble des systèmes d'obligations vertes qui vont se déployer de plus en plus à l'échelle du continent. Et jusqu'à présent, il y avait une forte résistance à y intégrer le nucléaire. Il semble que le vent soit en train de tourner quand même. Dominique. surtout, le sujet, c'est qu'on y a mis le gaz quand même. Oui. Alors moi, mon point de vue, c'est pas le problème du nucléaire, c'est quand même le problème du gaz. C'est-à-dire que la réduction des émissions de CO2, c'est pas une priorité. C'est quand même un vrai sujet. Alors je vais prendre ma Quand on- casquette. quand on va- Attends. Je vais prendre ma casquette Patrick Pouyanné et je vais te dire oui. que le gaz. Ah bah oui, mais je vais te dire que le gaz est indispensable pour assurer la transition. La priorité, c'est d'enlever le charbon. Si tu veux enlever le charbon, tu es obligé de passer par le gaz. Alors, Dit moi, Patrick je vais prendre Pouyanné. ma casquette d'homme de Dominique 70 Louis. ans qui a connu les années 70. C'est que quand il y a eu le choc pétrolier, on n'avait aucune expérience nucléaire. On a construit un parc de 58 réacteurs en 20 ans et ça a été une filière extrêmement dynamique qui a créé beaucoup d'emplois. Donc, s'il y avait la volonté politique aujourd'hui de construire 40 EPR, on pourrait le faire, on pourrait se passer de gaz. Bon, on va y aller justement. voilà. On va y aller dans la deuxième partie de cette émission. On va pouvoir parler d'efficacité énergétique, Audrey. Allez, c'est parti, dans un instant. On repart, les amis. Donc, une fois qu'on a, je l'espère, compris à peu près les tensions, on va dire, sur la fixation des prix, les équations qui sous-tendent cette fixation de prix et les interrogations que ça pose. Ok, allons sur, ouvrons un petit peu les chakras. Et donc, où est-ce qu'on investit Donc, Audrey, directrice stratégique de FI Group, donc tu parlais d'efficacité énergétique. Est-ce que ça, c'est pas la première déception finalement ? C'est-à-dire une efficacité énergétique sur laquelle on avait énormément parié et qui, pour des raisons que tu vas nous expliquer d'ailleurs peut-être, n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, je comprends aussi qu'on est toujours dans la logique, c'est un peu le serpent de mer, l'efficacité énergétique, de dire on a beaucoup parié, mais est-ce qu'on a vraiment beaucoup parié dessus ? Moi, je pense que là, on a une dynamique, on le sent, nous, EFI, ça fait un peu plus de 12 ans qu'on accompagne les particuliers pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. On sent qu'il y a une vraie dynamique depuis 2-3 ans où on met le maximum dessus. Jusqu'à présent, on était quand même... Alors, on se donnait bonne conscience. Il y avait des aides, il y avait des crédits d'impôt, il y avait des TVA, il y avait des choses intéressantes. Mais il n'y avait pas une vraie dynamique. La vraie dynamique, elle est quand même assez récente. Certainement que le prix de l'énergie doit avoir un effet. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des gens que, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ils payent un prix du mégawattheure dont on parlait tout à l'heure, mais dont ils ne connaissent pas vraiment. Audrey, attends, parce que j'aime bien les chiffres. Faisons comme Dominique. Combien de logements à rénover aujourd'hui pour parler véritablement d'efficacité ? 5, 6, 10 millions ? Oui, alors là, si on doit parler des... Combien on peut en faire par an aujourd'hui ? 30, 40, 50 000 ? Non, on n'est absolument pas sur ces chiffres-là, Stéphane. En fait, là, aujourd'hui, on s'est donné un objectif de 500 000 logements à rénover par an. En réalité... Objectif qui n'a aucun sens. Il n'y a pas les bras pour le faire, on est d'accord. Mais bien sûr que non. En réalité, vous savez combien il y a eu d'isolations l'année dernière qui ont été réalisées ? Vas-y. 1 million. 1 million, est-ce que les gens le savent ?
Non, mais 1 million, pas d'isolation globale. 1 million, c'est j'ai foutu de la laine de verre dans mes combles. Sujet. Ah bah oui. Eh oui, mais alors la laine de verre dans les combles, justement, puisqu'on en parle, vous savez combien ça fait d'économies sur la facture, puisqu'on parle du pouvoir d'achat? Vas-y. 30%. 30%. Vous savez, quand on change sa chaudière d'une vieille chaudière fuel vers une pompe à chaleur, vous savez combien on fait d'économies sur sa facture? Vas-y. 1 000 €. On a à peu près un peu plus de 2 000 € de facture quand on est au fuel. Oui, mais ça, c'est de la production électrique au plus, on est d'accord. Le sujet, c'est l'électricité. Non, mais alors attendez, parce que c'est aussi de la performance. C'est-à-dire que les pompes à chaleur qu'on installe aujourd'hui n'ont rien à voir en termes d'intensité, de performance électrique par rapport aux chaudières fuel ou même par rapport à des convecteurs électriques. Même au ont été installés. Donc ça veut dire, attends, je vais finir avec ça, parce qu'on ouvre des tiroirs sans arrêt, c'est génial pour le débat, mais donc ça veut dire, tu dis, en fait, en se focalisant notamment sur des rénovations globales, on se gourde d'objectifs, on essaye d'être... On habille la mariée de façon beaucoup trop belle et elle ne peut plus marcher. On ne se gourde pas d'objectifs. Je pense qu'il faut les deux objectifs. Mais en ne regardant que ça, en fait, on passe à côté quand même de beaucoup d'efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Et je pense qu'il faut... D'accord. En tout cas, qui aujourd'hui fonctionnent. Nous, on accompagne 100 000 personnes par an à faire des travaux de rénovation énergétique. On a 1 million de visiteurs sur nos sites. Nous, on ne fait pas les soldes de Noël sur nos sites. C'est que de la rénovation énergétique. 1 million de visiteurs par mois, sur nos sites. Qui viennent et qui s'intéressent au sujet de la rénovation énergétique. Donc il y a un intérêt des Français sur le sujet, il y a un intérêt d'autant plus pour des questions de facture, mais aussi pour des questions de confort. Demain, pour oui, mais notre sujet, c'est l'électricité. Donc la facture, le pouvoir d'achat. L'électricité, voilà. Donc le pouvoir d'achat et la facture. Donc aujourd'hui, le fait de faire une rénovation globale, performante, complète, comment on l'habille, c'est effectivement important, mais ce ne sera pas forcément dans les mêmes temporalités. Quand vous vendez votre logement, quand vous n'habitez plus votre logement, c'est le meilleur moment pour réaliser des rénovations performantes. Non mais Audrey, ça veut dire que oui, on a raison de mettre le paquet là-dessus. C'est quoi les chiffres que j'avais en tête? C'est il y a à peu près 3 milliards d'euros disponibles pour subventionner l'ensemble de ces travaux chaque année, c'est ça Ça dépend de ce dont on parle. Soit on parle du contribuable, puisqu'on parlait tout à l'heure. Le contribuable, c'est à peu près ça. C'est 1 milliard. On a 2 milliards, là, ma prime rénov pour l'année prochaine. C'est ça, et 800 millions de... Et à peu près sur d'autres types d'aides, et notamment les baisses de TVA, puisque vous savez que sur les travaux de rénovation énergétique, on est à des TVA à 5,5 par rapport aux autres travaux. Donc, effectivement, il y a le contribuable. Et puis, il y a le consommateur qui paye un petit peu par des dispositifs comme les certificats d'économie d'énergie. C'est moins de 4% dans la facture, les certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas ça qui finance, mais c'est un dispositif. Aujourd'hui, on a 2 grandes aides, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, qui permettent à certains ménages d'aller jusqu'à 90% du coût de leurs travaux. Donc on est là aujourd'hui avec des... Mais, et tu me dis, on a les bras pour le faire. Et aujourd'hui, on a 60 000 artisans qui sont labellisés RGE, c'est-à-dire qui ont le label pour réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Alors évidemment, c'est un des secteurs qui va être le plus en croissance en termes de recrutement. 60 000, 10 par an, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, ça peut tenir l'objectif. Mais on a besoin de bras. Je pense que c'est une profession qui doit attirer. C'est une profession de la transition énergétique, on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, 80% des logements de 2030 sont déjà construits, donc ce sera à rénover. Il y a énormément de choses à faire, 24 millions de maisons individuelles à rénover. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Bon investissement. Et donc, l'efficacité énergétique, ça ne veut pas dire systématiquement la baisse de la consommation d'électricité. La pompe à chaleur, c'est le bon exemple. La pompe à chaleur, ça marche à l'électricité, mais si on fait le bilan global par rapport à une chaudière au fioul, au bois, tout ce qu'on veut, donc c'est ça qui est compliqué. Il y a du plus et du moins. Donc, se polariser en disant l'efficacité énergétique, c'est de faire baisser la consommation d'électricité. Il y a certains mouvements, pour être clair. C'est de faire baisser la consommation d'énergie. Voilà, c'est ça le truc. Mais et de consommer l'électricité efficacement. On vient d'une période où, en fait, il y a des gens qui ont essayé de dire on va faire baisser la consommation d'électricité pour pouvoir fermer le nucléaire. Ouais, et ça, ça colle pas. Ouais. Là, on va consommer de plus en plus d'électricité, mais globalement, on va faire des économies d'énergie. C'est le fameux adage des années 70, plus d'usage de l'électricité, mais moins d'électricité par usage. Et on retombe toujours sur le même principe. Et ça n'a pas changé. Je pense que c'est intéressant, tu reprends les années 70. À l'époque, le slogan, c'était « Mettez un pull et gardez votre température de logement à 19 degrés ». Vous n'avez pas connu ça. Mais je l'ai su après. Nous, on a connu ça. Moi, j'ai connu ça, on l'a pas fait. Il faut dire aux gens, la sobriété énergétique, c'est la modernité énergétique. Bon, ok. Derrière, alors la production, une fois qu'on a fait l'efficacité, la production. Toi, Dominique, tu vas me dire tout sur le nucléaire. Non. Je veux dire, déjà, autre chose. Mais même chose, est-ce qu'on a les bras? Déjà, le problème de la production, si on regarde à 30 ans, dans 30 ans, toutes les centrales nucléaires seront arrêtées, parce que malgré la prolongation de la durée de vie, on va peut-être aller à 60 ans, puis peut-être pas sur toutes, ce sera fini. Tout ce qu'on est en train d'investir actuellement en éolien, en énergie renouvelable, aura aussi dépassé les 20 ans. Donc, dans 30 ans, le système de production, c'est zéro.
Et je ne parle pas du réseau. Donc, de toute façon, il y a un mur. Alors après, on peut mettre des chiffres, mais à 30 ans, on doit être autour des 1000 milliards. Enfin, alors, suivant ce qu'on va faire. On parle de la France, là. Je parle de la France. Je connais bien que la France. Donc, le sujet, c'est 1750 TWh. Quelle péréquation je fais entre du nucléaire, du renouvelable, l'hydraulique qui ne bouge pas, il y a 50 TWh d'hydraulique qui sera toujours là dans 50 ans, ça ne bougera pas, sachant quand même qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est un problème de quantité d'électricité, mais c'est aussi un problème de passer les pointes. Aujourd'hui, les pointes, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais on se balade entre 80 gigawatts et 100 gigawatts. Ouais. On peut penser que dans 30 ans, on sera encore à 100 gigawatts. Donc il faut avoir un système de production qui, en puissance, passe des pointes de 100 gigawatts. Non, ce sera plus que ça. En fait, j'espère qu'on aura moins de points. Attends, vas-y. En fait, mais on sera peut-être à 80, mais on ne sera pas en dessous. Sur les principes, Nicolas. on est d'accord avec Dominique. Globalement, 1000 milliards d'investissements sur les 30 ans qui viennent. c'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. On l'aura c'est dans clair. les analyses économiques qui vont sortir à la fin du mois. C'est l'ordre de grandeur parce qu'effectivement, il y a tout à rénover. Le parc nucléaire sera fermé. Effectivement, l'éolien et le solaire qui est installé aujourd'hui sera fermé. Voilà. On ne parle pas du réseau. Et on parle pas du réseau, parce que plus il y aura d'éolien, plus il y aura des problèmes de réseau. Et surtout, on dit que le parc nucléaire vieillit par vague, parce qu'on l'a construit par vague. Le réseau vieillit par vague pareil. Et donc, il faut le renouveler aussi. Donc, il y a énormément d'investissements à faire là-dessus. Et effectivement, il faut voir comment est-ce qu'on passe les pointes sur l'électricité, parce que c'est ce qu'on disait, il faut que la production soit égale à la consommation à tout moment. C'est bien aussi d'arriver à lisser cette pointe. Donc ça se fait avec de l'efficacité énergétique. Ça se fait avec les fameux smart grids, les réseaux intelligents. Ça se fait en pilotant les usages. Le saisonnier, quand même, avec les smart grids, il va falloir qu'il soit très très smart. Voilà, ça se fait en pilotant les usages. Votre électrolyseur, vous pouvez l'arrêter pendant les 2 heures de pointe pour qu'il ne produise pas d'hydrogène entre 18h et 20h et qu'il reprenne après quand la demande est un peu plus basse. C'est comme ça qu'on passera aussi les pics avec un pilotage de la demande. Alors, il faut essayer de ne pas aller trop loin sur ce pilotage de la demande parce que quand on va commencer à couper les lave-vaisselle et le chauffage, ça va commencer à se voir. Mais il y a certaines industries qui peuvent aider. Tu ne crois pas qu'on peut l'accepter, ça, Nicolas? Alors, quand est-ce que c'était je crois que c'est. Attends. Mais je crois que de manière très particulière, vous souviendrez de la date, RTE nous avait demandé de faire un effort, alors que c'est toujours 19h normalement, de faire un effort un matin et une matinée. C'était en janvier. Voilà. C'était effectivement en janvier. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est assez simple, tu vois, d'écouter la radio et d'écouter RTE. Ça fonctionne, mais il faut que ce soit très ponctuel. Mais aujourd'hui, ça peut se piloter de façon structurelle. C'est-à-dire, je reviens à ce qu'on disait, le nucléaire, l'éolien, le coût, c'est un coût d'amortissement. C'est un coût fixe. L'uranium, ça compte pas, et l'éolien, donc c'est du coût fixe. Donc, l'intérêt pour lisser la pointe, c'est de faire en sorte que les gens passent des contrats de puissance le moins élevé possible. Aujourd'hui, on facture l'électricité comme le téléphone il y a 50 ans, en quantité de kilowatts consommés. Ça ne correspond absolument pas à la réalité de ce que sera l'infrastructure de production. Donc si demain, on sait faire effectivement des tarifs comme le téléphone, un forfait 16 kWh, etc. Les gens, ils vont se l'imposer. Oui, et puis c'est surtout les industriels de toute façon qui. Mais les particuliers aussi. Vas-y, Julien. On le fait déjà aussi avec les chauffe-eau. Avec les chauffe-eau. Julien, le chauffe-eau, il démarre à 23h. On sait qu'on va aller vers un prix de l'énergie de plus en plus cher et vers un prix de l'énergie qu'on paiera de plus en plus en abonnement. Une des tendances, c'est on va se mettre à autoconsommer de plus en plus. Donc quand on autoconsomme, on produit sa propre électricité. On a besoin du réseau parce qu'il y a toujours un moment où il faut qu'on soutire un mégawattheure du réseau. Mais quand j'autoconsomme, je ne paye pas le réseau. Donc, il faudra se mettre à payer non plus le mégawattheure que l'on consomme, mais la capacité. Je veux une puissance à un moment et je paye pour avoir le droit à une certaine puissance. Et c'est d'ailleurs pour ça que, on parlait de signal prix de manière générale, et ça incite plutôt à l'efficacité énergétique, mais on a aussi des signal prix sur la puissance. Et on va aller de plus en plus vers des signaux prix pour de dire, peut-être que quand vous consommez à 19h en plein hiver, le prix sera peut-être pas le même que quand vous consommez en plein mois d'août. Julien, j'ai pas compris, je comprends pas l'histoire du signal prix sur la puissance. Je vais vous expliquer, ça existait déjà en fait à l'époque d'EDF, donc que moi j'ai pas connu, mais que certains autour de cette table ont connu. On avait un prix qui disait à certaines, alors ça existe encore les heures pleines, heures pauses, mais il y avait les EJP. On disait effacement en jour de pointe. Donc en jour de pointe, vous payez plus cher votre électricité si vous consommez. Et ça donnait un bon signal prix. Il y avait aussi une différenciation horaire sur certains tarifs, notamment avec le ballon d'eau chaude. Et ça existe toujours aujourd'hui. On disait votre ballon d'eau chaude, il se rallume à 23h quand il y a des creux. Donc revenir sur des dispositifs comme ça. Revenir sur des dispositifs systématiquement comme le téléphone. Et systématiquement. Quelqu'un prend un abonnement 10 kW de puissance
Et puis un autre va prendre, parce qu'il y a les moyens, va prendre 25 kW. Et quand à un moment donné, il y a la pointe, il est à 10 kW, eh ben, il est coupé. Et celui à 25, il est coupé. Et celui qui a 10 kW, ben, s'il dit non, ça me gêne, il augmentera son abonnement. Mais si on fait ça, on écrète complètement cette problématique de pointe de puissance, qui effectivement nécessite de surinvestir en capacité de production. Ok. Et comme le coût du kilowatt, c'est l'investissement, c'est là où il y a un changement de paradigme, et c'est là où on s'éloigne de cette problématique du prix du gaz. Ça n'a plus rien à voir avec le problème du prix du gaz. Un mot des dispositifs d'effacement, Julien, qui sont là aussi sans doute très intéressants, c'est-à-dire une entreprise qui est subventionnée pour à un moment arrêter sa production. De toute façon, les capacités de production, c'est jamais à 100%. Donc, elle gère ensuite l'emploi du temps de sa production en fonction de ces dispositifs d'effacement. Oui, c'est un dispositif qui existe pour les entreprises et pour les particuliers. Nous, en Europe, on a un réseau qui est tellement bon qu'on a besoin de ce dispositif aujourd'hui quasiment que pour les entreprises. Ouais. Si on va aux États-Unis où les réseaux sont beaucoup moins bons, ils font ce qu'on appelle de l'effacement diffus, c'est-à-dire qu'ils vont aller arrêter des grosses usines, mais aussi aller jusqu'à arrêter des bureaux où Madame Michu, quand il y a une pointe de conso. En France, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, il y a des industriels qui participent à cet effacement, c'est-à-dire c'est très simple, c'est le réseau a toujours besoin d'être équilibré, et ben à un moment donné, plutôt que de demander à une centrale à gaz ou à charbon de démarrer parce que j'ai besoin d'électricité, au fioul, je vais aller demander à un industriel de s'arrêter de consommer, qui est quand même un peu plus malin. Et ben demain, on devrait avoir besoin sur le réseau, parce qu'il y aura de plus en plus de renouvelables qui produisent de façon intermittente, on aura besoin de plus en plus de flexibilité. Voilà. Donc il faudra demander aux industriels, aux entreprises tertiaires, voire à tous les particuliers via un signal. Oui, mais moi je trouve ça, je le vois de manière très positive. Oui, voilà, c'est ça, très smart et très intelligent finalement. Oui, mais attention à la voiture électrique. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir une voiture hybride. Alors ça peut choquer, mais parce que la voiture hybride, si j'ai un contrat limité de pas charger, j'ai de l'essence ou du diesel. La voiture toute électrique, elle n'a pas dans ce sens-là. D'ailleurs, Sandrine Rousseau l'a bien compris, puisqu'elle a dit qu'elle ne voulait pas de voiture électrique, mais qu'elle voulait plutôt qu'on travaille sur les petits moteurs thermiques. Mais elle, c'est parce qu'elle n'est plus nucléaire. Mais attention, il y a des tas de fils derrière ça. C'est un très bon sujet, parce que sur le véhicule électrique, on avait parlé, l'histoire qu'on nous raconte, c'est qu'on allait stocker l'électricité. Il y aura voilà, le vehicle to grid, c'est-à-dire qu'on aura des batteries. Ça. Attends, il faut le préciser, parce que pour moi, c'est toujours l'histoire. C'est-à-dire, je rentre à 18h30, ma batterie, en fait, elle est encore pleine d'énergie, et là, je remets l'énergie qui est dans la batterie de mon véhicule électrique sur mon réseau personnel que tu décrivais tout à l'heure, et je fais cuire le poulet. Et la batterie, elle va tranquillement se recharger pendant la nuit. Tranquillement se recharger pendant la nuit. Ça va être plus compliqué que ça. C'est pas si simple. Parce que en fait, ça me plaisait bien, moi. C'est une belle idée, c'est une belle histoire. C'est peut-être 20% des véhicules électriques qui feront ça. 80% de la flotte de véhicules électriques, ce sera du pilotage simple qu'on fera. Voilà. C'est-à-dire que vous allez brancher votre véhicule électrique chez vous pour qu'il puisse se recharger. Et puis en fait, s'il y a un pic de consommation à ce moment-là, on dira non, vous rechargerez plutôt à 23h. Okay. Ce qu'on appelle le véhicule to grid, c'est quand le véhicule électrique restitue sa puissance. C'est ça. Au réseau, ce sera une minorité parce que ça demande quand même quelques évolutions technologiques, ça fait vieillir la batterie un peu plus vite. Et à la limite, faut de la batterie chez soi. Moi, j'ai fait un calcul pour Jean-Bernard Lévy, si on voulait optimiser ça, il fallait 200 kilos de batterie par Français chez soi. Ouais, si on voulait utiliser, donc ça n'a pas de sens. Ça se met dans un placard, 200 kilos de batterie. Oui, mais attends, c'est le prix. 1 kilo d'électricité, 1 kilo de batterie. Enfin, je veux dire, même si ça se met dans un placard, et puis après, il y a l'onduleur de tout. Tout le monde a sa petite centrale électrique. Sur le véhicule électrique, faisons déjà des véhicules électriques qui roulent bien, qui sont accessibles, et des bornes de recharge, parce que tout le monde n'a pas accès à une borne de recharge électrique où on a des fils électriques qui descendent parfois du 3e étage pour brancher la voiture. Déjà, essayons de construire un système cohérent autour de ça, ce sera pas mal. Et on n'a pas besoin de véhicules to grid pour faire quelque chose de bien sur le pilotage. Un mot avant d'aller sur le nucléaire, un mot justement sur le stockage et sur les batteries. On en est où là en fait? On parle de gigafactory. Est-ce qu'on en aura vraiment besoin? Enfin, les gigafactories, on en aura besoin pour le véhicule électrique. Ça, c'est le sujet des énergies renouvelables. Tout le sujet dont on parle là, c'est l'intermittence des énergies renouvelables. Non, je vais essayer de briser une idée reçue. Ah oui, ça m'intéresse. En fait, les batteries, on en aura besoin pour les véhicules électriques. Ça, c'est sûr et certain. Pour le réseau, c'est beaucoup moins sûr parce qu'en fait les batteries c'est bien pour stocker de l'énergie mais sur une courte période.
du coup, plutôt que de stocker de l'énergie et de la restituer ensuite, effacez plutôt un industriel. Faites plutôt de la flexibilité de Et puis consommation. c'est du courant continu, il y a les problèmes technologiques Il y a des derrière. problèmes Enfin bon, c'est. Arrêtez un Qu'on n'arrive pas à résoudre, qu'on est loin de résoudre. Stéphane, le vrai même problème qu'avec le solaire. du stockage des énergies renouvelables, c'est du stockage intersaisonnier. C'est du stockage long terme. C'est pas je rebranche ma batterie Je et comprends. dans 2 heures je le mets. Je C'est comprends. plutôt je vais essayer de créer du gaz avec de l'électricité pour le stocker quelque part et l'utiliser. Donc c'est l'utiliser en beaucoup hiver. plus intelligent C'est- que le surplus électrique, par exemple, serve à de l'électrolyse et fasse de l'hydrogène, qui, elle, se stocke de manière Voilà, beaucoup c'est plus ça. simple. Et puis attention au prix du kilowattheure au bout du compte, quoi. Oui, C'est parce ça, que et c'est c'est un pour ça Parce que qu'il y a sûr. l'autre buté, là, mes 20 centimes, là. Ouais. On les enfonce facilement avec des systèmes comme ça. Sûr et certain. Les ingénieurs ont plein d'idées. Ah bah oui, Sûr et alors là, je certain. peux te garantir, les ingénieurs, ils en ont dit. alors sur certains Stéphane, et je vais ajouter quelque chose. C'est l'industriel C'est qui que, parle et qui pour se moi, bat mais- contre ses propres ingénieurs Non, à mais longueur de journée. Quand on parle de problèmes de stockage avec les énergies renouvelables, on ne parle pas des problèmes de batterie. Non. Ça, on sait le faire et on sait stocker sur 2-3 heures. On parle du stockage intersaisonnier, Ok. donc d'une saison à l'autre. Et c'est ça qui coûte cher. Et là, je vous rejoins du coup. Ok. C'est ça qui va Et vraiment. donc ça, on les oublie. steps, quoi, le turbinage pompage, c'est Oui. la seule chose, mais on peut plus en faire de Et ça, on nouvelles. peut alors donc, faire. voilà, donc. Dominique, le nucléaire. Ouais. Même chose. Donc, tu as quand même donné des chiffres qui sont impressionnants, là, de parcs nucléaires à construire. C'est inenvisageable. C'est inenvisageable d'en faire 50. Donc, combien on en fait Mais combien on Mais peut en ceci faire On n'a étant, pas les bras, on n'est pas parce foutu. que- Flamanville, Non, il y a non. combien de temps que le chantier de Flamanville a commencé? Tu vas me dire, ah oui, c'est une tête de série. On disait la même chose avec Okilo, comment il s'appelle, là, en Finlande, là Oui, le 3. Ouais, voilà, c'était une le tête genre de de série. ouais. À force de Je faire des reviens, têtes de série. je reviens à ce que j'ai dit. Dans les années 70, il y a eu une volonté politique, on a donné un cap, et donc les industriels ont investi. Si demain on annonce qu'on va faire 15, 20, 30 EPR, je peux te dire que l'industrie s'organisera pour. Elle a les moyens de s'organiser. Mais on l'a fait dans les années 70. Oui, mais Elle le vous avez des fera. tas de trucs qu'on Mais- fait plus dans les années non, mais 70, attends, tu sais, Dominique. Quitte hein. avec des alliances internationales, on prendra peut-être pas qu'une seule technologie. On n'ira peut-être pas que l'EPR. Il y aura des gens par l'EPR2. On ira peut-être chercher, j'en sais rien, Westinghouse, les Russes. Mais c'est un. Non, mais Pas sûr c'est un qu'on faux soit problème. là pour que les Russes et les Chinois J'adore. soient chez nous. Mais, Alors là, je peux pas. Moi, Rosatom, c'est un gros client. On travaille sur beaucoup de centrales. Aujourd'hui, la technologie, c'est comme les bagnoles. Non, mais toi, tu les La connais, technologie, mais vas-y. t'imagines une seconde, là, Emmanuel Macron venir à la télé et dire alors, on va construire Non, mais 25 attends, réacteurs et Rosatom va en construire 10. Le problème, c'est pas finalement la construction. Ça va être, par exemple, fabriquer 30 chaudières sur 20 ans. C'est ça qui est compliqué. Bah oui, Mais, c'est la mais construction, ceci oui. étant, tu auras des économies d'échelle. Si tu veux, aujourd'hui, Flamanville, qui est entre guillemets une gabegie, quand on regarde la durée de vie de Flamanville, qui sera à peu près 80 ans, quand on met Flamanville à 15 milliards d'investissement, peut-être que ce sera plus, qui tournera 7000 heures par an, on arrive à un coût du kilowatt, de 2 centimes. Quand je prends une éolienne type Ouessant de 8 mégawatts, qui va tourner, les chiffres c'est 3750 heures, qui va produire pendant 20 ans, j'arrive à un coût du kilowatt de toute façon de l'éolien de 6 centimes. Donc les marges de progression sur le nucléaire, s'il y a un effet de série, sont colossaux. Donc le prix du nucléaire, faut l'oublier. Ça, c'est un débat pour flinguer le nucléaire. je suis pas sûr de ça. Comment est-ce que tu me dis on fera un pas sûr de EPR2 ça. à 10 milliards sans problème, et s'il y a un effet de série, on le fera à 7 milliards. Attends. Je connais ça depuis 50 ans. C'est un problème de logistique industrielle. Il y a un problème de logistique industrielle. Non, je voudrais Là, on juste va être préciser, d'accord. attends Nicolas, parce que c'est entre le kilowatt et le kilowattheure, ça fait partie aussi des immenses confusions. D'ailleurs, même Bruno Le Maire s'est planté l'autre jour quand je l'écoutais. Voilà. Et donc là, on est bien passé au kilowatt et pas au kilowattheure. Dans les centimes que c'est en kilowattheure. C'est en kilowattheure. Le problème de l'éolien, c'est qu'aussi les parcs, c'est pour 20 ans. C'est-à-dire que là où ton EPR de Flamanville va fonctionner jusqu'à la fin du siècle, 80 ans, hein, il y a officiellement 60. Mais 80 ans, on pousse quand même un peu les limites. Non, mais Il attendez. pousse toutes les Il sera limites. amorti, oui, ça, c'est Non, vrai, mais quand mais- en réalité, il faut comprendre où passe l'argent. On a fait un truc là, on a fait la sommation des contraintes allemandes en matière de sûreté. C'est ça, on a contraintes fait le françaises. truc le plus Donc, sécure de tout le sécure, plus quoi. sécure. Mais Ah, regardez, c'est- les Finlandais, c'est ils n'ont sécure. aucun doute sur le fait que leur truc va fonctionner 80 Mais ans. je pense qu'on parle du Vas-y, prix. vas-y, Moi, ouais. je pense qu'on parle du prix, mais il faut parler de l'acceptabilité de ces nouveaux EPR ou nouveaux. Parce qu'on a déjà là, on entend beaucoup le débat sur les éoliennes, donc effectivement l'acceptabilité des éoliennes. Mais vous vous rendez compte si on doit construire Oui, Ah, on mais les je crois que mettra c'est beaucoup sur plus sites simple. existants. On les mettra sur sites C'est existants. ça, Je voilà. crois que c'est Et donc beaucoup plus le simple, PCG, Audrey. il est là. Ah, mais- Le nombre, question- on est limité par les sites. Parce qu'aujourd'hui, il Mais- faut plutôt des sites en bord de mer. Parce que les problèmes un peu des niveaux d'eau des rivières l'été, d'où d'ailleurs les SMR. Mais ça fait rien quand on voit Gravelines, on peut faire un certain nombre. Donc Bon. j'allais dire, on en fera peut-être une vingtaine, et puis derrière, on fera des éoliennes. Mais la péréquation sera de ce type-là. Le problème, c'est est-ce qu'on va faire du gaz ou pas ?
Moi, je pense qu'on nous a sorti du chapeau un peu les SMR, parce que le SMR permettra d'éviter de faire du Donc, gaz. Parce petit réacteur qu'un SMR à 170 mégawatts, il va démarrer comme ça en 1 heure. Il démarrera presque comme une mobilette. turbine à gaz. Pardon. Alors qu'un EPR, c'est un gros paquebot. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le piloter Absolument, comme ça, même si on peut un peu le... Je serais Ok, quand même plus vas-y. modéré sur la capacité de la filière nucléaire à en construire 40 là en 30 ans. Mais commençons déjà, commençons quelque part. Après, on verra jusqu'où on peut monter, comment répondra la filière après. Mais ce qui est sûr, c'est que si on fait un mix, si on arrête le nucléaire là, et qu'on va sur un mix 100%. Non, on parle pas On de est ça, sur- personne On n'en est sur un parle. pari. Non, mais c'est important parce qu'on est sur un pari technologique Oui, mais on et s'en un fout, pari Nicolas. industriel. Bah, écoute, Non, personne n'en parle. Ok, bah si on fait les réacteurs nucléaires, on est sur un pari industriel. Parce que comme tu le disais, est-ce que la filière pourra Ouais. Eh ben, il faut bien commencer quelque part. Et ça a Donc, déjà été fait. Commençons. Et ça a déjà Désolé, été ça fait. a Mais déjà c'est pour été ça que fait. ce n'est pas un pari technologique. C'est pas un pari technologique, c'est un pari c'est un pari industriel. industriel. Par contre, on a effectivement une supply chain qui est à terre, des compétences qui sont à terre. Donc, il faut les remonter. Mais donc, il ne faut pas repartir comme on est parti sur Flamanville Voilà. en disant... Faut donner de la en disant, visibilité. on va y On va arriver. en faire un. Attendez, parce que je voudrais que les autres s'expriment aussi. Dominique, on n'a pas été foutu de faire les soudures. Un soudeur Non, qui est non, capable. non, Mais non. enfin, C'est bon Dieu, de tu la le sais très caricature. bien. Non, c'est Non, pas de non, la c'est pas ça, le caricature. problème. Moi, j'ai discuté de Non, ça non. avec Jean-Bernard Lévy, non, avec non, Anne non, Lauvergeon. Anne, elle m'a tout expliqué sur l'idée. Ben, Je c'est- pensais. C'est un problème de sûreté, c'est pas un problème de soudure. C'est un problème de perte de compétences fondamentales. Bah, Et ça, tu les recrées pas en 6 le- mois. C'est comme les lits de réanimation, tu vois. La problématique de C'est- l'exclusion de rupture, ça a été un choix. Il y avait 2 choix possibles. Mais tu auras les mêmes choix. L'ASN va pas baisser son niveau d'exigence. Justement, Audrey le dit, parce que tu auras un sujet d'acceptabilité. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, les études de PR2, on est en plein dedans, j'ai quand même des centaines d'ingénieurs là-dessus. Et ouais. Je peux te dire qu'il va être plus simple que le PR. Parce que le PR, c'est une complexité, Ok. c'est un sujet inutile. la Julien. Cour des comptes n'est pas totalement d'accord avec le fait que ce sera vraiment plus Ouais, simple la et Cour vraiment des moins comptes. chiant. Si on met la Cour des comptes là-dedans, on Ouais, est mais foutus, là, les mecs. Ah, la Cour des comptes a dit Allez. que la prime rénov', c'était quelque chose de très bien. Mais hein, la Cour aussi, des hein, comptes, donc, elle dit- enfin, franchement, Je quand vais elle s'occupe de caricaturer, sujets on comme dépense pas ça. beaucoup dans les bureaux d'études quand même. Donc, Mais ouais. Mais Vas-y, pour Julien. reboucler la boucle, que ça soit pour construire des nouveaux réacteurs nucléaires, pour financer des travaux d'efficacité énergétique, pour installer du renouvelable et donc déployer le réseau, de toute manière, ou le CO2, on va payer notre électricité plus cher, on va payer clair. notre énergie plus cher. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, inhérent à la transition énergétique et qui n'est pas suffisamment dit. je trouve. Tu as raison. C'est fait pour ça. On va payer plus Mais cher. le problème, et même combien limite, il Attends, faut Dominique, payer Dominique. plus cher. Ouais. Alors, le problème, c'est combien C'est la question Le de la Audrey, vas-y, consommation. vas-y. Non, Audrey, je pense qu'on va payer plus cher. Peut-être que le vrai sujet, c'est aussi la volatilité. Parce que pour investir massivement, il faut avoir une stabilité des prix. Et c'est ça aussi. Quand on a investi dans les années 70, on avait justement une répercussion, et tu le disais très bien, on avait une répercussion dans les prix. Et donc, on avait de la stabilité. On savait qu'on allait investir, mais on allait répercuter. Là, aujourd'hui, quand on a une volatilité des prix et que ça va à la hausse, à la baisse, c'est ça aujourd'hui qui, je pense, est peut-être le plus dramatique. Parce qu'on sait que ça va augmenter, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et puis, en fait, on va tous se dire, ah ben, quand ça augmente trop, attention, on va trouver des caps, des plafonds, des chèques, des choses. Et donc, du coup, on va tout faire. Et je peux comprendre, parce qu'il y a effectivement un problème de précarité énergétique, il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc, on va tout faire pour pouvoir limiter cette hausse. Mais malgré tout, la question, c'est quand même, pour pouvoir investir, il faut pouvoir avoir des Audrey. prix qui reflètent cet investissement. Audrey, ça veut dire que, je pense que c'est l'idée de Dominique, c'est-à-dire revenir au système des années 70, tu renationalises le truc Il y a ça. et tu fixes un prix qui est lié au coût. Mais oui, mais c'est pas pour ça que le prix sera moins élevé qu'aujourd'hui. Hein. Enfin, on sera. Mais Hinkley Point. Encore une fois. Oui, mais au moins, gouvernement t'enlèves cette britannique- volatilité dont tu parlais. Voilà. Voilà. Il y a une Tout le question monde de a comment tu gardes critiqué une Hinkley stabilité. Point, l'Angleterre, sur comment le gouvernement britannique peut acheter, je ne sais plus combien c'était, 900. Et on s'aperçoit 92,5 pounds du et mégawattheure. on s'aperçoit que c'est un très bon deal pour tout le monde. Hinkley On- Point. mais on- Et on sur peut- 30 ans, le prix on- est bloqué sur 30 ans. Attends, on- 92,5 en fait- livres du mégawattheure, Non, tu me le traduis en euros non, là, mais parce que je sais plus où elle en est. la livre. Là, non mais là il faut expliquer. Flamanville, on l'a. Donc c'est moins cher que le prix actuel, c'est ça que ça veut C'est dire. clairement moins cher que le prix Clair- actuel parce voilà. que tout est moins cher que le prix actuel. Donc là c'est parti. D'accord. Mais ensuite, c'est sur 30 ans. Et donc, c'est ce que vous disiez tous les deux. Aujourd'hui, le marché n'assure pas une visibilité sur 30 ans des prix. C'est un Donc, problème, il faut je pense. un minimum de régulation. Donc, sans revenir au système des années 70, on va dire, on va avoir un gros monopole, tout ça. Il faut une régulation. Il faut un prix qui est payé par le consommateur, mais on n'est pas obligé de répercuter tous les coûts sur le consommateur. On aura forcément de la subvention. On aura Est-ce besoin qu'on- d'une subvention, c'est on sûr. aura Et besoin attendez, d'une il nous reste subvention, c'est sûr. 4 minutes. Il y a quand même un point, parce qu'on ne parle pas des énergies fossiles. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr que, donc, de ce qui est en train de se passer avec le prix du pétrole, et
visiblement, enfin, les experts du pétrole nous disent que ce qu'on est en train de vivre avec le gaz, on va le vivre avec le pétrole. Je regardais le shift annoncé par Total, là, qui est quand même très impressionnant, mais c'est 13 à 15 milliards d'euros par an d'investissement pour maintenir le socle de nos activités, dit Total. Mais c'est fini, hein, on ne va plus aller Et le en pétrole chercher de cher, nouveau. ça fait longtemps que c'est fini, ça. Mais non, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi continuer à penser aux énergies fossiles et continuer aussi à les mettre quelque part dans le mix, ou on va pouvoir totalement s'en À l'échelle passer? de la planète, c'est évident. À l'échelle de la planète, Parlons le du gaz, le charbon. Le problème, là, on parle de la France, donc on a un peu d'exception, mais à l'échelle de la planète, les énergies fossiles, il y en a pour longtemps. D'où le prix du charbon, d'où le prix du gaz, d'où le prix du pétrole. C'est évident. Il y en a pour longtemps, mais il n'y a plus l'exploration-production qui permet... D'où le fait qu'il va falloir qu'on apprenne à s'en passer. Et en fait, la grande promesse, c'était de dire que les pays en voie de développement sauteraient de pas beaucoup d'énergie directement à du bas carbone. On voit que c'est pas si simple, notamment avec l'explosion du charbon en Chine. La moitié du charbon consommé dans le monde aujourd'hui, il est en Chine. Mais d'où le problème aujourd'hui, parce qu'ils veulent passer au gaz et que du coup, ils sont demandeurs de gaz et ça crée les tensions sur le gaz. Mais d'où l'intérêt géopolitique de se passer des énergies fossiles. Et faisons-le d'une façon désirable. Moi, j'entends plein de gens qui me disent non, mais avec tout ce qui se passe, la planète, le climat, faut pas faire d'enfants. Mais quelle horreur! Personne vous suivra là-dedans. Donc il va loin ce débat. Non, mais il a raison. C'est ce que j'entends. Mais Stéphane, c'est ce que j'entends à chaque fois que je fais une Non, conversation. c'est pas ce que t'entends. J'entends la même chose. Stéphane, j'entends la même chose. Et en plus, en France, les gens qui disent ça, on va plus faire d'enfants en France. Non, mais dans 30 ans, on sera 0,7%. il faut que cette transition énergétique, elle soit désirable, parce qu'il faut que les autres nous copient. Donc du coup, on va pas faire des choses avec des restrictions, des privations, des gens qui n'auront pas d'enfants, parce que ça ne marchera pas. On arrivera peut-être à le faire à une petite échelle, mais il faut que les autres nous copient. Donc il faut créer une transition énergétique qui est viable, qui est désirable, pour que justement les autres pays nous imitent, en sautant la question des énergies fossiles. Il y en aura toujours un peu. À l'époque du protocole de Kyoto, on disait qu'il fallait que les pays développés divisent par 4 leur consommation, leurs émissions de CO2, parce que les autres allaient augmenter un petit peu. Mais voilà, si on veut quand même prendre en compte le climat, 2050, c'est la neutralité carbone pour tous les pays développés. Julien? J'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup la formule que je vais te voler de transition énergétique qui doit être désirable. Malheureusement, le pétrole et le gaz, c'est des énergies qui sont tellement denses, tellement simples à extraire, à transporter, que je ne vois pas un seul scénario dans lequel la dernière goutte de pétrole qu'on a sous les pieds sera extraite. Si c'est pas par nous, ça sera par les Chinois. Si c'est pas par les Chinois, ça sera par d'autres. C'est pour ça qu'il et malheureusement, oui, c'est ça. Et donc c'est une belle ambition, mais c'est pas simple. Alors il y a quelque chose. On est au bout. Alors, mais un mot et puis Audrey. C'est les changements du climat, c'est la peur. Moi, je suis sûr qu'on va vivre quand la Californie tous les ans va brûler 20% de sa surface. À un moment donné, c'est ça qui fera que partout sur la planète, les gens vont dire bon. Oui, il faut combien de temps pour construire un... Alors même tes ingénieurs merveilleux, là, combien de temps pour construire faut y arriver. Attends, combien de temps pour construire un réacteur? Si on vise 10 ans, on n'y est pas. Ouais, voilà, c'est ça. Audrey, juste le mot de la fin. Un mot sur la fin des énergies fossiles. En tout cas, en France, la fin des énergies fossiles, c'est déjà la fin du fioul. Juste, je vous le dis, aujourd'hui, il y a encore 4 millions de personnes qui se chauffent au fioul. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il n'y aurait plus la possibilité de racheter une chaudière fioul. Donc, on est déjà sur la fin du fossile. Et puis, le gaz, aujourd'hui, dans le chauffage, exactement. Non, je pense que désirable, oui, une transition énergétique efficace. Je pense que c'est ça qu'il faut. Et quand je disais... oui, évidemment. Vive les vendeurs, vous êtes merveilleuse, Audrey. C'est vraiment ça qu'il faut arriver. C'est vraiment qu'on soit désirable avec de la modernité. Oui. Voilà. Les amis, j'ai adoré. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve lundi pour un autre débat.